Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Quel bonheur de vous retrouver à moins de 2 semaines maintenant du passage du Papa Noël. Il nous reste combien de dodo? Je ne sais pas trop. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Vous avez déjà mis et une bonjour belle au Père chemise. Noël. Ah, vous le connaissez vous personnellement? Oui. Alors ça tombe bien. Oui. Donc je vais passer une commande. J'ai même des photos de lui. Ah, et il va bien? Il est prêt? Oui, il y a une semaine, il allait encore bien. D'accord. Je vois que vous êtes très élégant ce matin, avec une jolie chemise. Vous commencez la fête tout de suite. Ouais, c'est ça. Allez, au programme de notre rendez-vous, ça va pas être... Soit je me déguise en sapin de Noël, soit je mets une chemise un petit peu, sympa. un petit peu festive. Bon, très bien, ça m'arrange que ça sente pas le sapin cette semaine et également ce matin dans notre rendez-vous. Vous êtes nombreux à être avec nous et de plus en plus, on est ravis, vraiment. Merci de rejoindre cette grande communauté de l'émission On parle auto et de Sud Radio. C'est vrai qu'on a de plus en plus de mails, on adore ça. Vous continuez de nous écrire, je participe c'est ça, je participe @sudradio.fr et vous mettez... Vous n'oubliez pas de mettre votre téléphone parce qu'il y en a qui oublient de mettre leur téléphone. Mais c'est fou, hein. Donc, comme on a beaucoup de questions, en priorité, on prend les questions qui ont un numéro de téléphone. Voilà. Et vous mettez On parle auto dans l'objet de votre mail. On va parler de quelque chose qui va nous fâcher un peu, quoique peut-être nécessaire. Le contrôle technique, on en a beaucoup parlé cette semaine. Si vous avez un airbag Takata. Ouais, à partir de janvier, il est possible qu'il y ait des centaines de milliers de véhicules qui ne puissent plus rouler le soir du contrôle technique. Donc ils seront en défaut, on appelle ça un défaut critique. Comment savoir si son véhicule est concerné par les airbags Takata? Ça, beaucoup de gens l'ont compris. Mais est-ce que votre véhicule est concerné par le stop drive? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des révolutions dans les centres de contrôle technique? Est-ce que je vais pouvoir repartir quand même avec la voiture même si je pleure? On parlera aussi du contrôle technique des motos. Oui, aussi. On en est où? Tiens, enfin, on va faire un petit bilan. Vous allez voir, en cette fin d'année, il y en a certains, il y a un contrôle technique des motos. Et des scooters. Ah oui. Allez, on continue évidemment. On va parler de la remorque batterie pour les voitures électriques fait son retour. Exactement, on en avait parlé. C'était pas une si mauvaise idée d'ailleurs. On en avait parlé il y a 2 ans. Puis le projet a quelque peu disparu. La société d'ailleurs qui s'appelait Hippie Thunder avait disparu également. Et là, ça a été repris. Et ça devrait normalement voir le jour en 2026. On va vous expliquer comment ça marche. Ça vous permettrait avec une petite voiture électrique de faire des grands trajets. Et puis ça, c'est plutôt pas mal. La catégorie également de notre essai de la semaine, vous allez prendre le volant d'une Citroën. Une Citroën C3 hybride. Alors on avait déjà essayé la C3 électrique, la C3 thermique, et cette fois c'est la C3 hybride. Alors est-ce que c'est le meilleur des deux mondes? C'est la question. On parle de loi montagne, mais pas pour les pneus classiques de vos voitures, mais pour les poids lourds. Oui, ça s'applique aussi aux poids lourds. Voilà. Dans quelle région, comment, c'est quoi? Une petite piqûre de rappel. La loi montagne, c'est quoi? Normalement, vous devriez maintenant être au courant. Ça fait 5 ans qu'on en parle, mais il y a des gens... Et puis, dans notre rendez-vous classique car, c'est la question de l'un d'entre vous auquel nous allons répondre. Ouais, on va faire la lumière sur les ampoules LED pour les voitures anciennes. Et puis, pour terminer dans notre rubrique actualité, comment se porte le marché automobile français? Alors là, il va falloir être bien assis parce que les chiffres ne sont pas bons et les perspectives non plus. Merci de m'envoyer des messages discrets sur mon téléphone portable. Allez, c'est parti. On vous attend. Aude est au standard. Elle vous attend et vous accueille au 0800 26 300 300. Vous savez que vous pouvez nous appeler, y compris pendant le direct de cette émission. Vous voulez réagir, vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Également par mail, je vous ai donné l'adresse, je vous la redonnerai. Je crois qu'on aura un Père Noël également, un joli cadeau dans cette émission, mais je n'en dis pas plus. Et puis, nous allons aussi vous accueillir, vous qui êtes sur la page Facebook avec nous. Bonjour à tout le monde, vous êtes déjà nombreux à nous retrouver. Alors pour nous retrouver sur la page Facebook, il faut faire descendre la page Facebook. C'est pas de notre faute, c'est l'algorithme Facebook qui est comme ça en ce moment. Voilà. Mais on est en direct avec vous. Bonjour à Brigitte, bonjour à Roland, bonjour également à Stéphane. Voilà, vous êtes déjà très nombreux. Continuez de nous rejoindre. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Voilà, et puis Stéphane tout de suite qui réagit à la blagounette de Jean-Luc sur le Père Noël. Stéphane dit sur la page Facebook de Sud Radio pour l'émission On parle auto, en Mère Noël, Jean-Luc ou en petit renne avec des chevaux sous le capot. Bah oui, ça non, pourrait je vais être vous bien. envoyer la photo du Père Noël. Vous le Très connaissez, bien. vous l'avez rencontré en plus. Ah, Ouais, bah je ouais. le connais. Bonjour Bah Laurent voilà. Palmier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous les deux. PDG Bonjour du à réseau Sécuritest, groupe SGS, leader du contrôle technique en France. C'est vous le Père Noël? Non. J'ai bien peur que non. Ouais. Non, je pense pas. Il est là aujourd'hui. Il est pas là pour faire des cadeaux. Non, On va parler non, de trucs qui ouais. sont pas forcément plaisants, Laurent. À partir du 1er janvier. Alors jusqu'à présent, on va replanter le décor. Jusqu'à présent, quand on passait au contrôle technique avec sa voiture, si on était concerné par le rappel Takata. des véhicules équipés d'airbags Takata, il y avait, c'était mentionné sur le rapport du contrôle technique. Oui, on avait mis un message depuis le début de l'année à la demande du ministère parce que les mécaniques d'opération de rappel n'allaient pas assez vite. D'accord. Donc vous Et- pouvez plus facilement que les constructeurs identifier les gens qui ont des voitures qui nécessitent un rappel. C'est étonnant ça quand même. Alors nous, on les voit parce que le contrôle Ouais. technique est obligatoire. Donc la mécanique périodique fait qu'on les voit tous les 2 ans. Et lorsque vous passez, c'est encore vrai aujourd'hui, hein, lorsque vous passez avec votre véhicule, on interroge systématiquement un site ministériel pour vérifier si le véhicule est concerné ou pas, ce qui nous permet de mettre ce fameux commentaire. D'accord. Bon, à part... Ça c'est le fonctionnement actuel. ouais. Bon, à partir de janvier, ça change. Ça se durcit très nettement. Oui, à partir de janvier, alors c'est une information qui est tombée cette semaine, hein. Oui, c'est ça. C'est une modification de nos textes réglementaires, donc un arrêté du 9 décembre qu'on imaginait voir arriver à l'automne, ça nous aurait arrangé d'ailleurs, on aurait pu parler de ça bien en amont. Ces textes réglementaires ont été en consultation publique au mois de juillet, et donc qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier? Il va y avoir l'apparition d'une défaillance critique qui sera mise en automatique pour les véhicules sujets à des opérations de rappel Takata en stop drive. Alors, Alors on c'est va quoi rappeler le ce que- stop ouais. drive ouais. C'est quoi le stop drive? Alors le stop drive, c'est quand vous avez déjà aujourd'hui reçu la plupart du temps un courrier. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas sur le courrier la notion de stop drive. On voit plutôt votre véhicule ne doit plus circuler. On vous demande de cesser immédiatement de conduire. Bon bah c'est un stop drive. Quand ces véhicules vont se présenter à compter du 1er janvier dans les centres, on aura une défaillance critique automatique et vous ne pourrez plus circuler à partir du lendemain. C'est à minuit, hein, c'est-à-dire on pourra circuler jusqu'à minuit le jour J. et C'est-à-dire après, vous c'est pouvez mort. rentrer chez vous et ensuite n'avez plus le droit d'utiliser votre véhicule. Bah, c'était la mécanique de cette défaillance critique, hein. On en avait parlé à l'époque, elle est arrivée en France en 2018 pour des sujets excessivement graves. Ouais. Un élément très important aussi pour ceux qui nous écoutent ce matin, c'est que tous les véhicules équipés d'airbags qui circulent dans les DOM et en Corse sont en stop drive. D'autant plus particulièrement parce que la température dans ces zones-là est plus dangereuse par rapport au gaz. C'est la chaleur Voilà. qui est dangereuse. Par rapport à ce gaz-là. Ça veut dire que en France, on peut avoir des airbags Takata sur un véhicule sans pour autant être en stop drive. On est d'accord. Comment ça se passera pour ces gens-là qui seront au contrôle technique? Alors, il y a 1 800 000 véhicules qui sont équipés d'airbags Takata. Aujourd'hui reconnu sur le parc français. En fait, d'après, il y a une action collective qui a été menée. Le chiffre, il oscillerait plutôt entre 2 et 3 millions, en fait. D'après les derniers chiffres de cette semaine aussi. Donc, bon, alors moi, je vous parle du fichier qu'on reçoit tous les 15 jours. D'accord. Et qui nous permet de mettre l'information sur les procès-verbaux. D'accord. Ok. Donc vous avez les Sur fichiers ces à 1 jour. sur ces 1 800 000 véhicules, il y a 1,3 million de véhicules qui sont en stop drive. Ah, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. énorme. Ouais. Pourquoi ils sont en stop drive? C'est juste à cause du Takata. Parce que Ah oui, bien sûr. juste bien sûr. ça. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Alors, pour résumer, j'ai une vieille voiture avec un airbag Takata. On rappelle les années, tiens. On va balancer. Avant le 1er janvier 2012. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez une voiture équipée d'un airbag Takata avant le 1er janvier 2012, vous êtes en stop drive. D'accord. Donc il faut faire le nécessaire pour aller chez votre représentant de marque
pour faire les travaux le plus rapidement possible et idéalement avant de venir chez nous. On en a parlé la semaine dernière avec un auditeur qui nous a appelé. Il y a des constructeurs qui refusent pour le moment de changer les airbags Takata. Vous avez par exemple, on balance Volkswagen. Volkswagen, on a eu des auditeurs aussi. On leur a dit ça sera au deuxième trimestre 2026. Donc en admettant qu'ils doivent passer le contrôle technique en janvier, on leur interdira d'utiliser leur véhicule jusqu'au mois de septembre. Ça paraît complètement dingue. Vous doutez bien que si l'État utilise entre guillemets le bras armé du contrôle technique, ce qui est une première, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du contrôle technique pour cette opération, c'est pour aussi contraindre les constructeurs à prendre les véhicules le plus rapidement possible. D'ailleurs, il y a un changement réglementaire qui est intervenu en septembre, qui les contraint non seulement à mettre un rendez-vous sous 15 jours, mais si ce n'est pas le cas, vous prêtez un véhicule. Donc vous voyez que les règles se sont énormément durcies depuis l'automne. Et l'enjeu, c'est finalement d'utiliser les 2 prochaines années pour éradiquer ce risque. Il y a une vingtaine de décès qui ont été constatés à cause de ces problèmes. Il y en a eu 2 récemment en plus. Dont un à La Réunion. Oui, alors en plus, s'il y a un manquement aux astreintes, il y a des astreintes financières très lourdes, si les constructeurs ne respectent pas ces nouvelles règles qui ont été édictées, c'est 1 million d'euros par jour d'astreinte. Donc je ne sais pas comment ils vont faire. On parlera tout à l'heure un petit peu de l'état du marché français qui est catastrophique. Je pense que ça ne va pas du tout arranger les choses. Vous nous avez dit, vous auriez aimé qu'on en discute un petit peu en amont et mettre ça en place progressivement, peut-être, non ? Oui, mais bon, l'histoire n'est pas écrite comme ça. Par contre, il y a un élément, excusez-moi, qui est passé un petit peu sous les radars cette semaine, qui est lié dans les mêmes textes réglementaires. C'est qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, on collectera les données personnelles de tous les propriétaires ou locataires de véhicules légers pour être en capacité d'informer les constructeurs dans le cadre de futures opérations de rappel. D'accord. Pour ne pas être confronté à ce qui a été vécu là avec l'opération Takata. Laurent Palmier, j'ai une question un peu des fois juste basique. Vous qui êtes PDG du réseau Securitas Groupe SGS, leader du contrôle technique en France, on a quand même une autre réalité, c'est-à-dire que on a des gens qui ne peuvent pas aller dans le garage parce qu'il n'y a pas de place pour l'instant, il y a beaucoup de travail dans les garages. Mais quand on parle d'équipement, vous dites qu'il y a quoi, 1 million et quelques de voitures qui sont rappelées en ce moment. Est-ce qu'on a du stock de nouveaux airbags pour changer aussi ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'est pas aussi confronté en termes de planning dans les garages où c'est saturé, plus un stock de... Alors a priori le stock c'est bon, c'est juste que les garagistes n'ont pas matériellement le temps de passer, en plus de l'entretien régulier des véhicules, 1 300 000 véhicules supplémentaires, c'est ça. Le problème c'est que là l'État se protège. C'est pour ça que la décision là, de dire au 1er janvier que le coup près tombe, c'est un peu... L'État se protège. Qu'on le fasse sur les zones très dangereuses, alors je ne suis pas scientifique donc je ne me permettrai pas, mais dangereuses, c'est-à-dire température, humidité comme les dom-toms, La Réunion, etc. Oui. Mais en France, au mois de janvier, on ne va pas avoir de problématique de température. Ça veut dire tous ceux qui ont des airbags Takata, comme disait Laurent, qui sont dans les dom-toms ou en Corse, eux, s'ils vont au contrôle technique, ils savent qu'ils sortiront du contrôle avec une interdiction de circuler. C'est quand même terrible. Laurent, on va tordre le cou à une autre idée reçue qui a circulé pendant, ça fait plusieurs mois. Le contrôle technique obligatoire tous les ans pour les véhicules de plus de 10 ans, ça y est, c'est enterré définitivement. Oui, c'était noté dans le projet de directive et puis les ministres se sont réunis il y a quelques semaines et donc ce n'est plus présent dans le futur projet de directive. Oui, c'est quelque part c'est logique parce que déjà les gens n'ont pas les moyens, ils vont plus au contrôle technique avec des vieilles voitures parce que ils ont peur d'être calés et puis ils n'ont pas les moyens d'y aller. Alors si on leur colle tous les ans, c'est évident qu'ils vont plus aller du tout au contrôle technique. J'ai une question, attention, de Brigitte sur la page Facebook de Sud Radio et je vais vous la lire parce que je trouve que c'est important. Enfin en tout cas une réaction de Brigitte qui nous dit il vaut peut-être mieux rouler sans airbag qu'avec des trucs dangereux. Pourquoi ne pas les retirer en attendant d'avoir les pièces de remplacement ? Parce que d'abord, ça se retire pas comme ça. Vous êtes obligé de passer chez le concessionnaire. C'est ça qui pose problème. C'est l'encombrement en fait dans les ateliers. On peut pas retirer un airbag sur une voiture. Vous pouvez pas le retirer tout seul. Mais non, mais c'est bien de le dire. Moi, je posais la question pour ça. C'est un dispositif pyrotechnique. Vous amusez pas. C'est comme si vous décidez. Tiens, je vais découpiller une grenade pour voir ce que ça fait. Et notre ami Roland qui dit Toyota a été un des premiers constructeurs à rappeler les voitures pour un remplacement des airbags Takata en 2014. Ils n'ont pas encore fini. Les derniers
dernières voitures sont les plus compliquées à retrouver. Ouais. Le contrôle C'est technique, pour lui, sera une bonne solution pour les retrouver. Ouais, c'est vrai. Ou si vous roulez en Ferrari, que vous nous écoutez, que vous avez un airbag, c'est sûrement un Takata aussi. Ouais, non, mais il y a complètement... Laurent, Pour conclure. on Alors regarde, c'est vrai, Jean-Luc. En préparant l'émission ce matin, je suis allé sur le site écologie.gouv.fr pour être certain qu'on puisse checker, parce que ils ont mis en place un fameux VIN checker, parce que la question qui se pose pour chacun des automobilistes qui nous écoutent, c'est comment avoir la certitude que son véhicule est concerné. Ouais. On tape sur Google ou ailleurs Takata rappel, ou on tape sur écologie.gouv.fr, et là on sélectionne la marque. Et quand on sélectionne la marque, on a la liste des véhicules concernés. Ouais. Et amusez-vous à le faire, vous allez être surpris par les marques concernées, par les modèles concernés. Ouais, et Ferrari, pratiquement tous les modèles qui sont équipés d'airbags. Ouais, tout à fait. Exactement. Laurent, juste pour terminer, On va se faire gronder, hein. ouais, on va se faire gronder, mais tant pis. Parler du contrôle technique moto. Alors les associations de motards disent finalement pas grand monde est allé au contrôle technique moto. Il en est quoi? C'est quoi la vérité? Alors la vérité, c'est qu'on contrôle 100 000 véhicules par mois dans la profession depuis le début de cette année. Donc pour être précis, à fin novembre, on a contrôlé 1 164 112 véhicules. D'accord. Ce qui n'est pas rien. Ouais. Donc, c'est plus 30% par rapport à l'année d'avant. Il y a 3600 centres de contrôle technique en France qui contrôlent cette catégorie L. Il y a un taux de contre-visite de 20,7%. D'accord, mais c'est surtout les voiturettes et puis les cyclos surtout qui vont... Non, c'est les motos là. Le taux de contre-visite, là je vous parle plutôt des L3, c'est-à-dire des motos, puisque c'est ceux-là qu'on voit le plus. Ouais. Et ce taux de contre-visite a augmenté de 4% depuis juillet, parce que je vous rappelle que depuis juillet, on utilise un sonomètre. D'accord. Donc le seul point finalement qui est encore un petit peu pas complètement mis en place, c'est que, et d'ailleurs Laurence l'a dit tout à l'heure, ce sont les cyclos qui viennent pas suffisamment nous voir. Voilà. C'est-à-dire que on a tellement parlé de contrôle moto que mentalement, les gens pensent que les cyclos, les scooters ne sont pas concernés. Sont pas concernés. Donc là, on peut lancer un appel. Concernés. Voilà, on lance un appel. Ils sont concernés, puis en plus... Pour conclure, il va falloir qu'on conclue. Ouais. Excusez-moi, messieurs. Là. Donc, excusez-moi, Laurent Palmier, je vous coupe la parole. Je suis désolée, je vais encore passer pour la méchante. Mais on va se faire gronder par la pub. De toute façon, Laurent, on redonne la parole très vite. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a un durcissement du contrôle pour les cyclos aussi de prévu l'année prochaine. Donc, on va en reparler. D'accord, donc on en reparle. Voilà, ça c'est sûr. Dans quelques instants, on aura une personne au téléphone pour une question en direct qui vient d'arriver au 0800 26 300 300. On va parler d'airbag Takata. Non, vous allez voir, non. Et puis on a plein de réactions et vous inquiétez pas, Brigitte, on va réagir à ce que vous avez dit. On avait bien compris sur la page Facebook de Sud Radio que ce n'était pas pour dire de l'enlever vous-même. Mais voilà, c'était pour dire aussi que on lit bien les messages de tout le monde. À tout de suite parce que voilà, vous êtes nombreux à réagir et merci d'être là sur Sud Radio avec nous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous l'avez compris, on a beaucoup parlé des airbags Takata. Vous avez énormément réagi sur la page Facebook de Sud Radio et vous avez raison. Et la question qui arrive, le mail que nous avons reçu est en direct avec ce sujet. Un mail que nous avons reçu à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans votre objet, toutes vos coordonnées. C'est ce qu'a fait Aja. Bonjour Aja. Bonjour Aja. Bonjour Laurence, Dame Laurence, bonjour Jean-Luc Moreau. On sent que l'homme écoute l'émission depuis longtemps. Ouais. Je suis arrivé depuis 20 minutes en fait, je vous avoue. Non mais depuis longtemps. Pas possible. Depuis longtemps, avant. Pas qu'aujourd'hui, vous voyez. J'ai peur de ne pas avoir de bonnes nouvelles. Hein. Bon, racontez-nous, parce que votre mail était... plus que intéressant. Très intéressant, surtout dans le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Bah, écoutez, c'est simple. Je suis possesseur de 2 véhicules de la marque Saab, une marque que je trouve prestigieuse, qui datent toutes les deux de 2009. Aïe. J'ai un F3X break BioPower un peu style all-road, Audi all-road. BioPower, donc flex fuel. Et puis j'ai le même véhicule en cabriolet. Pareil, en flex fuel de 2009 également. Et je crois qu'elles sont toutes les deux, je dirais, équipées d'airbag Takata. Takata. Exactement. Alors, je fais partie d'un club Saab France,
qui visiblement essaie de se renseigner un petit peu difficilement parce que c'est pas facile. Il reste encore sur la France 2 distributeurs de produits SAB, d'équipements SAB, Edinparts et Orio. Ouais. Donc, qui sont encore distribués par 4-5 garages en France. Mais, semble-t-il, les possesseurs de SAB auraient à leur charge quand même 450 €. C'est exactement pour ça. le changement de l'airbag. Ouais. Donc, je trouve ça un petit peu dur, surtout compte tenu du fait que, je dirais, c'est comme un phénomène, je dirais général qui touche toutes les marques. Et les autres marques tout est pris en charge, alors que nous, oui, non, mais le problème de SAB, c'est que la marque a disparu. Oui, c'est ça. Même si elle appartenait à General Motors au moment de sa disparition, la marque a disparu. Alors déjà, quand même, premier point, vos 2 voitures sont super, j'adore. Ouais. En plus, le BioPower qui est un fonctionnement flex fuel, ces moteurs-là sont fabuleux. Ils développent plus de puissance quand ils roulent à l'éthanol. Ils ont une consommation qui est très raisonnable. Gardez-les, ces 2 futurs collectors. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, effectivement, les véhicules concernés sont entre 2006 et 2011. Pour ce qui est des 9.3, donc vous êtes en plein dedans avec les airbags Takata. Je crois qu'aux États-Unis, au Canada, il y a eu des prises en charge qui ont été faites dans le réseau General Motors. Il vous aura pas échappé qu'en France, le réseau General Motors n'existe plus. Voilà. Bon, vous avez Cadillac qui fait un retour un peu timide. Si vous allez chez un revendeur Cadillac en disant est-ce que vous pouvez me changer mon airbag de SAB, il va vous regarder avec des gros yeux. Donc c'est effectivement les garages agréés aujourd'hui qui vont pouvoir vous le remplacer, mais il n'y aura pas de prise en charge du constructeur. Et c'est ça qui est douloureux en fait pour ces marques. Il n'y a pas que SAB qui a disparu, il y a d'autres marques qui ont disparu. Tous ceux qui ont des airbags de marque disparus, si le constructeur ne fait pas partie d'un grand groupe qui assume le remplacement des airbags, mais c'est à vous de payer. Donc là, ça fait une facture à 900 balles, quoi. C'est ça le truc. Main-d'œuvre comprise ? Non, c'est 450 € l'airbag. Ouais. Alors en même temps, parce qu'il y a un aspect des choses qu'on n'a pas évoqué du tout, c'est que un airbag, ça n'a pas une durée de vie infinie. Or, la plupart des constructeurs, mais ça c'est sur les carnets d'entretien, mais personne ne lit jamais les carnets d'entretien. En général, c'est entre 12 et 15 ans. Ça veut dire, on vous dit, durée de vie de l'airbag entre 12 et 15 ans. Donc si vous avez un véhicule qui est au-delà de 15 ans, alors c'est pas tous les constructeurs, mais certains constructeurs, il est possible qu'on vous dise « Ah mais monsieur, madame, votre véhicule a plus de 15 ans, vous auriez dû faire remplacer l'airbag de toute façon ». Donc, sauf que la marque n'existe plus. Et voilà. Oui, mais c'est pas parce que la marque n'existe plus que vous n'allez pas pouvoir changer votre airbag. Mais c'était dans le cadre général de changement des airbags. Oui, bien sûr. À la limite, c'est bien qu'ils ne vous les aient pas changés, parce que sinon, avec les stocks de pièces, ils vous auraient remis des airbags Takata si vous les aviez changés en temps et en heure. Enfin, peut-être pas, mais s'ils avaient peut-être ça en stock. Donc, non, mais de toute façon, on arrivait en fin de vie, Aja, parce que 2009, votre voiture, donc on passait les 12 ans, là. Oui, mais elles roulent très bien toutes les deux, c'est ça qui est incroyable. Oui, mais vos airbags, ils arrivent sur les 12-15 ans, donc de toute façon, il faut les changer. Oui, il faudrait. Mais qui change des airbags préventivement non, mais je ne savais même pas, moi. Sérieusement, je ne savais même pas que ça avait une durée de vie. Des voitures des années 90. Des voitures des années 90 qui ont des airbags, alors ils vont peut-être fonctionner, mais peut-être pas. Alors c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut les remplacer. Il vaut mieux les remplacer, quoi. Bon, 900 €. Pour Noël. C'est un super cadeau. Mais quand on sait maintenant ce que nous a expliqué l'ami Jean-Luc, c'est-à-dire que on le savait pas, mais un airbag a une durée de vie entre 12 et 15 ans, ça veut dire que même s'il n'y avait pas eu les problématiques de Takata, vous aurez fallu les changer. Et quelque part, si on essaie de voir le bon côté des choses, je sais que j'essaye toujours de voir un côté positif dans tout ce qui arrive. J'y arrive pas tout le temps, mais là j'y arrive en me disant ok, ça va être un coup. Je vous adore. Ça va être un coup, mais quelque part ça nous permet d'apprendre. Tout ce qui se passe avec Takata apprend à tout le monde que ça a une durée de vie. Voilà. Et comme on a un parc automobile qui a plus de 12 ans de moyenne d'âge aujourd'hui. Est-ce que quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous demandez, alors vous pouvez demander, je prends un exemple totalement au hasard, vous achetez une voiture avec un litre 2 PureTech. C'est vraiment un hasard total. Non, mais... Là, la première chose que vous allez demander, est-ce que la courroie de distribution a été changée? Est-ce que la vidange a été faite avec la bonne huile, etc. Mais est-ce que vous allez demander si le véhicule a plus de 12 ans, est-ce que l'airbag a été changé?
Ben non. Alors Peugeot, ils sont pas concernés. Hein. Il n'y a pas de Takata. Alors, donc on parle pas des airbags Takata là. Mais est-ce que vous demandez quand vous achetez votre voiture d'occasion, est-ce que l'airbag a été changé? Personne ne demande. Et pourtant, ça aurait dû être fait. Bon, ben voilà, en tout cas, on a fait un point grâce aussi à vous, Aja. Vous avez Merci de votre renseignement. Juste une dernière question. Pour janvier, les taxes sur les bioéthanol, tout ça. Non, tout ça, ça y est, c'est enterré. Ouais, c'est fini, ça. C'est fini, et j'adore la phrase, parce que même les gens au ministère qui ont pondu cette, je vais dire connerie, on parle vrai sur Sud Radio, ont reconnu que c'était une connerie. Ah ouais, c'est pour vous dire. Voilà. Ben, si un jour ils apprenaient à réfléchir avant de parler, quand on est enfant, on nous dit toujours tourne ta langue dans ta bouche 7 fois avant de parler. Ben, on va faire ça avec nos gouvernants. Alors mais que surtout, vous savez que par exemple, l'essence, la vraie essence, elle est détaxée pour ceux qui louent des jet skis, par exemple. Et, non mais on marche sur la tête dans ce pays. Aja, en tout cas, merci beaucoup d'être un de nos fidèles auditeurs, de nous avoir écrit. Vous n'hésitez pas, vous faites comme Aja, vous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez On parle auto dans votre mail. Vous êtes nombreux aussi à réagir. Je ne vais pas pouvoir vous nommer ou vous citer aujourd'hui sur la page Facebook de Sud Radio, mais je vais faire le maximum. On continue parce qu'après il y a l'essai de la semaine et moi je vais me reposer parce que c'est l'ami Jean-Luc qui s'y colle tout seul. Allez, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et puis nous allons parler dans quelques minutes des remorques batteries pour les voitures électriques qui font leur retour. Mais juste avant, elle n'a pas encore besoin de remorque. L'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc. C'est une Citroën cette semaine. Citroën C3 hybride automatique. C'est important parce qu'on avait déjà essayé la version électrique, la version thermique et là on essaye la version hybride. Voilà, la C3 de dernière génération, c'est sans doute la voiture la plus confortable de son segment. Moi, je trouve que d'ailleurs, c'est sa principale qualité. Mais avec les deux versions précédentes, l'électrique, elle manquait un petit peu de polyvalence. Ouais. Et puis la thermique, elle était plus vraiment à la page dans un monde de voitures électrifiées. Alors ce modèle, c'est une hybridation légère, 48 volts. C'est normalement le meilleur des deux mondes. Bon, pour limiter les coûts, extérieurement, il n'y a rien qui change. C'est la même, voilà. Un design un peu anguleux, une finition bicolore quand même sur cette finition max avec un bleu qui était le bleu des 2 chevaux. Ouais, c'est rigolo. Hein. Ouais, j'aime bien. Et puis bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design, il a l'avantage dans un gabarit assez compact, 4,02 m, d'offrir une habitabilité qui est plutôt généreuse. On commence par le coffre, 328 litres, c'est un bon chiffre dans le segment. Et puis les places arrière également sont plutôt accueillantes, d'autant que dans cette finition, c'est une finition qui s'appelle Max, on a la fameuse sellerie Advance Comfort qui offre des mousses de double densité. Donc c'est à la fois moelleux pour les fesses et puis ça offre un bon maintien latéral. C'est surtout sensible évidemment aux places avant. Au volant, on a d'ailleurs une excellente position de conduite grâce à un siège conducteur qui est réglable en hauteur et un volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Et puis, autre avantage, quelle que soit la position de ce dernier, eh bien ça ne cache jamais les compteurs, ce qui n'est pas le cas sur les Peugeot. Moi, systématiquement, j'ai la jante du volant qui me cache les compteurs. Là, c'est pas le cas. C'est une lame qui est en haut du tableau de bord et qui affiche les informations essentielles. Clin d'œil au passé, il y a ce que je pourrais appeler des satellites de part et d'autre du volant qui servent à commander. Bon, c'est classique, à gauche, les aides à la conduite, à droite, l'infodivertissement, qui... Si il ne casse pas 3 pattes à un canard, le système d'infodivertissement a au moins eu le mérite cette fois de ne pas tomber en panne, parce que sur les versions précédentes de la C3 que j'avais essayé, il était en panne tout le temps. Bon, sur la finition Max, l'équipement est complet. Bon, il intègre un système de navigation, un chargeur à induction, une climatisation automatique qui se commande par des touches. Bon, ça c'est bien, voilà. Et puis si les plastiques rigides sont encore nombreux, en particulier sur les contreportes, Citroën a quand même égayé l'habitacle avec quelques matériaux plus chaleureux. Il y a du cuir synthétique sur les accoudoirs et un bandeau en tissu sur la planche de bord. Au final, la finition paraît tout à fait correcte. Ça fait pas trop low cost, vous le verrez dans le tarif d'ailleurs, puisque c'est pas très low cost non plus, contrairement à ce que nous avait promis Citroën. La présence du fameux basculeur Stellantis sur la console centrale trahit
la présence d'une boîte automatique. C'est une boîte robotisée à double embrayage. C'est un des atouts de la voiture puisqu'elle intègre un moteur électrique en 48 volts qui développe 28 chevaux et 55 Nm de couple. Il est alimenté par une petite batterie de 0,4 kWh. Ce moteur synchronément permanent vient épauler le moteur essence 1,2 litre 3 cylindres. Évolution profonde du... Je le dis, PureTech, mais c'est plus un PureTech. Ah. Bon, au total, on a 110 chevaux. Mais c'est pas la puissance qui séduit lors des premiers tours de roue. Avec ses amortisseurs à butée hydraulique progressive, je vous explique pas comment ça marche, vous verrez la vidéo pour le savoir. Cette C3 brille par son confort. C'est presque aussi souple qu'une 2 chevaux sur les petites routes défoncées. Et c'est la seule citadine à ne pas craindre les ralentisseurs montagnards. Ce que j'appelle le ralentisseur montagnard, c'est le truc qui mesure 15 mètres de haut et qui casse les suspensions quand on passe dessus. Si on a le pied léger, les démarrages se font en 100% électrique, puis le moteur 3 cylindres se met en route avec un progrès notable par rapport au premier modèle qui était doté de ce système d'hybridation chez Stellantis. Il vibre beaucoup moins qu'avant. D'ailleurs, les transitions entre les différentes phases de fonctionnement sont beaucoup plus douces. Il n'y a que la récupération d'énergie, c'est-à-dire le frein moteur qui reste un peu trop forte à mon goût. Revers de la médaille de cette grande douceur, quand on accélère le rythme, la C3 hybride se montre un peu brouillonne. Elle prend du roulis en virage, elle sous-vire, le moteur à essence se fait plus sonore, et puis la boîte manque un peu de réactivité. Mais rien de grave, car la tenue de route reste très saine et de toute façon, personne n'aura envie de conduire cette C3 hybride sportivement. Ce qui est plus gênant, c'est que cette citadine n'est pas très à l'aise en ville. Je m'explique, elle reste confortable, elle est douce à conduire, mais elle pèse 1260 kg et lors des démarrages, il faut entraîner la masse de la vache. Donc, on a une conso qui est assez élevée, 7,6 litres en ville. C'est beaucoup mieux sur route, puisqu'on descend sous les 6 litres et même sur autoroute, on est à 5,5 litres en chassant un peu le gaspillage. Non, je me suis trompé, c'est le contraire. On est à 5,5 litres sur la route et on est à 6 litres sur autoroute, ce qui est vraiment très bien par rapport aux 7,6 litres en ville. Bon, paradoxalement, donc c'est sur l'autoroute qu'on a eu les consommations les plus basses. Donc c'est une citadine, mais qui n'est pas faite pour la ville. Bon, l'hybridation légère, en fait, tient pas vraiment ses promesses. On pourrait se dire qu'elle va permettre de faire des économies à l'achat. Eh ben non, c'est pas tout à fait le cas. Cette finition haut de gamme Max est vendue 22 900 €. On est loin de la voiture à 15 000 € qui était initialement prévue par Citroën. Bon, pour autant, cette version qui est 2 900 € plus chère que le modèle essence n'est pas dénuée d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'elle a une boîte automatique alors que l'autre n'en a pas. Et c'est vrai qu'on a la boîte automatique, on a l'hybridation légère. Elle sera plus à l'aise à la campagne qu'en ville, cette voiture. D'autant qu'elle est très confortable. J'ai pas essayé de traverser un champ labouré avec un panier rempli d'œufs comme la 2 chevaux autrefois pour voir s'il se cassait ou pas. Mais c'est vrai que c'est très confortable. Oh la vache. Ah, vous m'avez eu là. La vache. La vache. Vous l'avez appelée la vache, la voiture. Oui, la vache, oui. Elle est 1200, pour une petite voiture comme ça, 1260 kilos, c'est beaucoup. En fait, ça vient moi, je vous explique tout. Ça vient du châssis qui est repris d'un modèle qui était vendu en Inde et qui a été renforcé pour l'Europe. Donc, il est beaucoup plus lourd qu'un châssis moderne. Voilà. Est-ce qu'un châssis plus lourd offre à la voiture une meilleure prise au sol? Non. Voilà. J'ai bien comme ça en pose. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt. Avec plaisir. On aime bien l'inviter tout le temps plaisir dans l'émission. Vous retrouvez l'intégralité de l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes aussi nombreux à aller voir et revoir ce que commet l'ami Jean-Luc en alors essai. Vous voyez là, on parle d'une citadine à 23 000 € qui est juste une hybride 48 volts toute simple. Et celle que vous avez essayée cette semaine, une BYD, franchement ça donne froid dans le dos, qui est un gros SUV hybride rechargeable qui fait 214 chevaux et qui vaut moins de 30 000 €. Non, mais il y a des vraies questions à se poser. Qui garantit 8 ans ou 250 000 km. Vous savez ce que j'en pense, l'ami Jean-Luc. On n'a pas des salaires des Chinois. Il y a un moment, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être payé 150 € par mois et avoir des voitures à moins de 30 000 €? Ou est-ce qu'on veut avoir les salaires qu'on a aujourd'hui en France? Plutôt que d'étrangler les constructeurs européens, est-ce qu'il n'aurait pas fallu leur mettre moins de réglementation? Mais tout ça joue. On va en parler tout à l'heure. Tout ça joue. On va en parler dans la deuxième heure, ça tombe bien. Joue. Allez, et puis vous
Vous pourrez également écouter le replay de cette émission sur la page sudradio.fr. Et je vais tout de suite en profiter pour répondre à Cédric qui nous dit « Parlez Youngtimer ». Cédric, si vous aviez écouté la semaine dernière, c'était une spéciale Youngtimer. Alors vous allez me faire le plaisir, mon ami Cédric, ce week-end, d'aller écouter les replays sur le site de Sud Radio pour l'émission de la semaine dernière. Dans l'émission Classic Car, on a beaucoup parlé d'ailleurs du magazine Youngtimer et il y a eu la France contre l'Allemagne. C'était un joli moment. Voilà Cédric. Tiens, t'as du boulot pour ce week-end. Allez, on fait une pause et puis on va parler maintenant actualité dans quelques instants et la remorque batterie pour les voitures électriques qui ferait son retour. Restez avec nous. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler du retour de la remorque batterie pour les voitures électriques. Alors je vais poser la question à tous ceux qui nous écoutent, autant sur la page Facebook de Sud Radio que vous pouvez nous appeler également au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, avez-vous déjà vu des remorques batterie? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Oui, mais nous on en avait parlé à l'époque. On va en parler avec Arthur Dard, qui est le CEO de Faraday. Oh, c'est joli comme nom. En 3 mots. Hein. Bonjour, bonjour Arthur. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bon, on avait déjà parlé d'E-Pit Tender au moment où cette idée de la remorque batterie était apparue. La société a disparu, mais ceux qui avaient eu cette bonne idée travaillent avec vous désormais. Exactement. J'ai la chance et la responsabilité de travailler avec Jean-Baptiste Segard qui a inventé ce concept en 2012 et porté son développement technique et son évangélisation, parce que c'est quand même une rupture d'usage, ainsi que 2 autres associés fondateurs, Marie Laloy qui était Chief Marketing chez Aramis Auto et PSA Retail avant, et Arnaud Villeneuve, un ingénieur hors pair qui est notre directeur technique, issu de chez Renault et puis Blue Frank Robotics ensuite. Bon, alors donc tous les 4, on relance effectivement cette solution. Expliquez-nous le concept. Comment ça marche? Comment ça marche, disait notre ami Michel Chevalet. Il dit toujours. Oui, il dit toujours, il va bien d'ailleurs. On le salue d'ailleurs. Alors comment ça marche? D'abord en un mot, pourquoi ça doit marcher? Le principe c'est que pour que le véhicule électrique puisse se distribuer massivement dans la population, il faut d'abord pouvoir charger à domicile ou au bureau de façon simple et pas chère. Et ça c'est un sujet qui se déploie progressivement. Mais il faut des bornes de recharge, et il y en a maintenant beaucoup en France, et c'est très très bien, des bornes de recharge rapides sur le territoire, mais ça suffit pas. Il faut des véhicules abordables, ce qu'on sait faire, mais qui peuvent aussi faire de la longue distance, de temps en temps. Et ça, on ne sait pas faire. Un véhicule électrique avec une petite batterie qui fait de la longue distance, si on a une petite batterie, elle ne charge pas vite, malheureusement. Alors les détracteurs du véhicule électrique disent « Ouais, mais pourquoi c'est des gros engins qui sont lourds avec des grosses batteries ?» Bah oui, mais si on veut un véhicule polyvalent, on est obligé de passer par là. Donc votre solution à vous permet de, on va dire, la semaine de rouler avec une petite voiture pas chère avec une petite batterie. Et puis, quand vous décidez d'aller plus loin, vous accrochez une batterie supplémentaire derrière. En gros, c'est ça. Exactement. Le principe, c'est pas, il faut se projeter. On a une voiture avec une petite batterie. Ça peut être une grosse voiture d'ailleurs, mais on a la batterie qui suffit pour le quotidien, 30, 40 kWh selon son usage. C'est totalement suffisant pour le quotidien si on peut charger chez soi au bureau. En revanche, 40 kWh, c'est l'équivalent d'un réservoir de 12 litres d'essence. Donc là, on comprend bien que partir loin avec un réservoir de 12 litres d'essence, et pourtant, la recharge d'un réservoir de 12 litres d'essence, c'est très rapide. C'est pas le sujet, c'est qu'on va s'arrêter trop souvent. Donc en fait, 40 kWh pour la longue distance, ça va pas. Et nous, ce qu'on propose, c'est que vous partiez comme normalement avec une Dacia Sandero, avec une Clio, une 208. Là, vous êtes dans une 208 électrique, une C3, une R5, une R4. Et puis sur le trajet que vous allez faire, vous allez vous arrêter à 50 ou 100 km de chez vous, dans une de nos stations. Et en moins de 2 minutes, les mains sur le volant, sans sortir du véhicule, vous avez un des Faraday qui va se connecter sur la voiture, rouler avec vous sur 200-300 km, charger gentiment, lentement votre batterie pendant que vous roulez.
Et puis vous arrêtez 30 secondes dans une autre station. Là, le Faraday se décroche, il va se charger dans la station, il va charger d'ailleurs pendant plusieurs heures au moment où il y a du soleil, au moment où l'électricité n'est pas chère. Et vous continuez votre trajet. Et selon ce que vous aviez décidé, la batterie du véhicule a été rechargée pour terminer 100 km pour monter dans les montagnes ou partir loin dans la campagne. Mais le principe, c'est de charger pendant qu'on roule et de ne jamais avoir la remorque chez soi ou sur son lieu de destination. D'accord, c'est une remorque avec une batterie de 60 kWh, donc c'est une batterie quand même assez généreuse. Alors, ça nécessite quand même une installation préalable sur le véhicule. Il faut mettre, tous les véhicules électriques ne peuvent pas avoir une boule de remorquage, et en plus, une batterie, c'est lourd. Tous les véhicules n'ont pas l'autorisation de tracter une remorque relativement lourde. Alors, ça pèse combien déjà Donc la remorque pèse 500 kg, le Faraday pèse 500 kg, et la bonne nouvelle, c'est que tous les véhicules électriques récents, ils peuvent tracter maintenant 500 kg. D'accord. Et ça, c'est ce qui faisait défaut initialement. Et les anciens, en fait, on peut les faire homologuer, en tout cas on l'a démontré, puisque la solution a été adaptée sur des Zoé, des 208 électriques, et ça, elles ont pu rouler des centaines nos prototypes ont roulé 200 000 km sur les routes de France, d'Italie, d'Allemagne. Donc c'est une solution qui fonctionne, y compris sur des véhicules qui, la Zoé, elle a un châssis issu de la Clio, et la 208 électrique de la 208 qui peuvent chacune tracter. Mais quand Donc on travaille à permettre de faire autoriser cette traction d'un prolongateur d'autonomie sur ces modèles déjà d'occasion du coup. Ouais, sans permis spécifique, puisque la batterie fait que 500, la remorque fait que 500 kg. Ouais, mais Arthur Dard et Jean-Luc, quand on tracte une batterie supplémentaire ou un poids comme ça de 500 kg, je vais de toute façon obligatoirement consommer plus. Ben oui, on est d'accord. Donc, excusez, je me permets de poser la question, quels sont les bienfaits? Mais vous avez bien raison. Mais ça et en fait, je vais surprendre beaucoup de gens. Vous consommerez moins d'électricité sur un trajet long avec cette solution, plutôt que d'avoir la même voiture avec les 60 kWh sous le plancher. Alors c'est surprenant, mais la réalité c'est que, en fait, on a sur des petites voitures, la remorque améliore le profil aérodynamique. Et c'est pas une vue de l'esprit. Quand on roule à 100 ou 130 km/h, l'aérodynamisme c'est 80% de la consommation. Et ça a été calculé de façon très précise avec les ingénieries de Fiat, de Renault. On améliore l'aérodynamisme. Alors certes, on consomme un peu plus pour les 20% que ça concerne à cause du poids, mais au final, la pénalité énergétique est très faible, quelques pourcents. D'accord. Et pourtant, je vais quand même dire qu'on consomme moins, parce que quand on fait une recharge rapide, il y a de l'ordre de 10% de l'énergie qui part aux petits oiseaux dans l'échauffement de la batterie, du câble, de la borne, lorsqu'on charge en charge rapide. Donc sur le long trajet, vous allez consommer moins, et puis au quotidien, vous avez une voiture beaucoup plus légère. Et donc au quotidien, sur tous vos trajets, vous consommez moins. Bon, ça peut arriver en 2026, c'est ce que j'ai lu, mais combien ça coûte ? Monsieur Pernaut, si vous nous écoutez de là où vous êtes. Mais vous avez raison, c'est critique. Nous, notre ambition, c'est de rendre la voiture électrique enfin accessible à tous. Donc on décorrèle le prix de la voiture des longs trajets qu'on doit faire. Donc on peut acheter une voiture avec une petite batterie, soit une voiture neuve avec une petite batterie. Aujourd'hui, elles deviennent enfin abordables, mais aussi des voitures d'occasion, le jour où on peut effectivement, l'année prochaine, très probablement. Et donc on achète des voitures moins chères. Mais à l'usage, j'imagine bien, votre question c'est l'usage. Oui. Notre modèle, il est très simple. On vend les kilowattheures qui seront consommés au même prix que ceux qui sont proposés sur autoroute. Donc typiquement 60 centimes le kilowattheure sans abonnement, 40 centimes avec abonnement. C'est une tarification très standard. Et vous allez avoir en plus de cela un tarif de 15 € par jour pour la journée d'utilisation, que vous en preniez 1, 2 ou 3 d'affilée. 15 € pour pouvoir voyager l'esprit tranquille en ayant réservé son trajet. Oui, c'est en location. Oui, c'est en location. Okay. Oui, puisque vous la redéposez pour en prendre une autre. Oui. Alors, il faut installer quand même la tâche remorque. Ça coûte quoi, 600 €, un peu plus de 600 €? On est un peu en dessous de 1 000 €, sachant que c'est un attache remorque avec une boule amovible standard. Elle est spécifique pour la prise électrique, mais elle est standard. Vous pouvez tracter n'importe quelle remorque après. Et une remorque, une boule amovible, ça coûte de l'ordre de 500 €. Donc pour 450, 500 € de plus, vous avez la possibilité de voyager l'esprit tranquille avec une voiture qui a 30 kWh de batterie. Super. Et 15 € par jour à peu près. Et donc 2026, on aura l'occasion d'en reparler. On vous réinvitera, Arthur. Et d'ailleurs, Arthur, vous viendrez avec nous en studio, parce que nous, on aimerait bien aussi voir nos invités de temps en temps le samedi matin
en studio. Merci Sur beaucoup. votre page Facebook, on pourrait montrer du coup le test que l'on fait ensemble. Exactement. Allez, on prend rendez-vous. On vous embrasse fort et puis nous, on veut bien venir voir aussi votre test. On vous embrasse et on vous souhaite un bon week-end, Arthur Dard, le CEO de Faraday. J'adore Faraday, mais en 3 mots comme ça, c'est vraiment génial. On fait un point sur l'actualité. Attention, j'ai l'impression que le sapin de Noël de Sud Radio est en train de s'illuminer. Il y aurait peut-être un cadeau juste dans pas longtemps. Restez avec nous. Pourquoi je mets un avec R nous. Non, franchement, j'ai un défaut Avec de langage. un Z, za. Restez ça avec nous. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Ravi de vous retrouver, toujours aussi nombreux pour cette deuxième heure. Merci d'être très nombreux également sur la page Facebook de Sud Radio. C'est un bonheur de partager cette émission également par ce biais-là. Attention, gros sujet au pluriel de nouveau pour notre deuxième heure, l'ami Jean-Luc. On va parler du marché automobile français. Comment se porte-t-il? Quelles sont les perspectives? Vous allez voir, bon, c'est pas forcément très brillant. Et juste avant, on parlera en revanche d'un sujet brillant. On parlera des ampoules LED qu'on peut monter sur des véhicules anciens. Et à cette saison, vu qu'il fait nuit 24 heures par jour, ça peut être utile. Nous allons évidemment commencer notre heure avec le pneu et la loi montagne. Est-ce que les poids lourds sont concernés? Mais attention, écoutez bien ce qui se passe, parce que lui, il n'a pas de pneus sur son traîneau. Et oui, c'est Noël, vous le savez, alors on a des cadeaux qui sont déjà sur le sapin. On a décidé de ne pas attendre le 24 au soir, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des impatients. Oui, nous, on veut ouvrir nos cadeaux avant le 24 au soir ou avant le 25 au matin quand les enfants se réveillent. Le grand sapin de Noël Sud Radio. Alors, eh bien aujourd'hui, pour notre émission On parle auto, on va pas vous offrir des pneus, mais on va vous faire plaisir avec un bon d'achat de 200 € à valoir sur le site Maison Scarlett. Maison Scarlett, ce sont des boîtes à bijoux. Vous allez pouvoir offrir d'abord une belle boîte à bijoux à la personne de votre choix, parce que les messieurs ont aussi des bijoux et que ces boîtes ne sont pas uniquement féminines. Vous allez pouvoir mettre vos bracelets, messieurs, vos bagues, vos montres, ou nous les femmes, les boucles d'oreilles ou encore bien d'autres choses. Allez, vous savez comment il faut faire pour participer? Vous envoyez sapin, et ça sent pas le sapin, ça sent le bonheur, sapin par SMS au 7 20 18. Envoyez sapin par SMS au 7 20 18 et on verra avant 13h qui gagne cette jolie, avant midi même, boîte à bijoux. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Quand je vous dis que l'émission, je voudrais qu'elle dure 1 heure de plus. Julie Herbeau, bonjour. Bonjour Julie Herbeau. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Directrice générale de Profil Plus. Alors Profil Plus, vite fait, pour ceux qui habitent sur une autre planète. Profil Plus, c'est un réseau de négociants spécialistes. Donc on est spécialiste du pneumatique et de l'entretien des véhicules, et notamment des véhicules particuliers, mais aussi des véhicules industriels comme le poids lourd, les tracteurs et tout ce qui est engin de génie civil. Bon. Et c'est un réseau donc français avec 220 agences en France. Cocorico. Bon, la loi montagne, ceux qui nous écoutent régulièrement savent à peu près ce que c'est. On peut vite rappeler, ça s'applique de quand à quand et ça implique quoi? Alors en effet, donc la loi montagne, on en parle souvent pour les voitures, mais ça s'applique également pour les véhicules poids lourds et tout ce qui est autobus. Alors on est sur les mêmes délais que la loi montagne dont on parle régulièrement pour les voitures. Donc ça s'applique du 1er novembre au 31 mars. C'est vraiment destiné à renforcer la sécurité sur les routes pendant ces périodes hivernales. Et donc, c'est imposé par les préfets des départements. On est sur 34 départements qui sont concernés. Et spécifiquement sur les poids lourds, ça nécessite un équipement, alors selon si le véhicule est équipé d'une remorque ou pas. Et donc, si le véhicule est équipé d'une remorque, il nécessite un équipement, un dispositif antidérapant amovible comme des chaînes ou des chaussettes, sur au moins 2 roues motrices. Et quand on est sur un bus ou un camion qui n'a pas de remorque ou de semi-remorque, il faut soit un équipement antidérapant amovible, soit d'être au moins équipé sur 2 roues directrices et 2 roues motrices de pneus marqués 3 PMSF, donc ce qu'on appelle les pneus hiver ou toute saison. Ouais. Y a du 4 saisons d'ailleurs et du pneu hiver pour les camions et les bus. Tout à fait.
Tout à fait. Et pour être clair là-dessus, la plupart des pneumatiques, en tout cas sur les pneumatiques premium qui sont vendus en France, les pneus, on va dire classiques, sont 3P MSF. D'accord. Ça permet, juste parce que là, c'est un peu flou pour monsieur, madame, tout le monde. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait ce qu'on peut gagner en freinage, par exemple, sur un camion à vide, ce qu'on peut gagner en distance avec ces pneus 3P MSF sur une route qui va être légèrement enneigée? Est-ce qu'on gagne aussi à l'accélération? C'est quoi les ordres de grandeur? Les ordres de grandeur, c'est quasiment du simple au double. Alors, j'ai pas forcément les chiffres précis, mais on est sur une distance où on gagne quasiment 50% de distance de freinage sur un poids lourd. Donc, quand on connaît les distances sur la route, c'est forcément très impactant. C'est pas négligeable. Sur des contrats PMSF. D'ailleurs, un poids lourd, quand il est sur... On va parler d'une route enneigée, on va pas parler de route verglacée, mais est-ce qu'il est avantagé par rapport à un véhicule particulier ou pas? On a toujours le sentiment, quand on voit les images, que c'est les camions qui sont un peu responsables de la pagaille quand il y a de la neige. Vrai ou pas, ou c'est moi qui me fais une idée? Alors je dirais pas forcément, parce que on peut être surpris par des épisodes vraiment très forts, et en général il y a une anticipation qui est faite, et donc les poids lourds sont informés et n'ont pas d'autorisation de circuler. Mais de manière générale, un camion par exemple ne fait pas d'aquaplaning parce qu'il est chargé, il est plus lourd sur la route, donc il est moins soumis à des risques d'aquaplaning. Par contre, ça reste un véhicule qui est lourd, forcément, vu qu'il est chargé, et donc la distance de freinage est décuplée par rapport à une voiture. Ouais. Alors, la spécificité des poids lourds par rapport aux véhicules particuliers, en général, les gens se déplacent pas trop loin quand ils ont une voiture particulière. En revanche, un poids lourd, il traverse le pays, il traverse des pays. Le taux d'équipement, est-ce qu'il est plus important que pour les véhicules particuliers, pour les pneus hiver et puis les pneus 4 saisons? Alors moi j'aurais tendance à dire qu'au contraire les flottes de poids lourds sont beaucoup plus équipées parce qu'ils traversent pas mal de pays européens. Ils sont plus équipés. Et il y a pas mal de lois dans les différents pays européens plus ou moins restrictives, mais sur cette période-là, la France n'est pas le seul pays à avoir mis en place des mesures comme la loi montagne. Et donc les véhicules sont équipés. Comme je vous le disais, la plupart des véhicules sont déjà équipés en pneus 3P MSF, donc on va dire toute saison. Et après, ceux qui traversent vraiment des régions plus montagneuses et qui sont soumis réellement, donc qui sont sur des routes annexes qui ne circulent pas sur les axes routiers principaux, ceux-là vont être équipés pendant la saison de pneus spécifiquement 3P MSF hiver. D'accord. Alors moi je suis pas un spécialiste en camion, mais en préparant l'émission, j'ai vu que on pouvait même avoir des pneus 4 saisons ou des pneus hiver camion rechappés, ce qui n'existe pas en automobile. Pour les automobiles. Non, en effet, il y a des pneus. Le marquage 3P MSF devient plus ou moins une norme sur les pneus qui soient neufs ou pneus rechappés. Et donc oui, le pneu rechappé, heureusement, parce que la part du rechappé sur les pneus en circulation est importante. Et c'est ça qui est important, c'est notre métier de valoriser le service autour des pneumatiques. Et donc oui, heureusement que les pneus rechappés bénéficient aussi du marquage. Et puis on rappelle que la filière pneumatique est une des filières les plus investies dans tout ce qui est écologie pour remanufacturer. Il se bouge beaucoup, quoi. Ouais. Plus Merci Laurence. Non mais c'est vrai. Non mais il faut le dire. Vous êtes une des filières qui se bouge le plus. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est bien. Bon, j'allais vous demander combien ça coûte un pneu hiver ou un pneu 4 saisons pour un camion, parce qu'on a vu qu'en automobile, désormais, un pneu 4 saisons, c'est le même prix qu'un pneu été, donc c'est plus un frein. Par contre, c'est un sacré surcoût pour l'entrepreneur qui a plusieurs camions. Ouais, c'est plus un frein. Et puis c'est quand même plus simple d'avoir des pneus 4 saisons sur un camion que d'être obligé d'intervertir l'ensemble de roues. Il y a combien de roues d'ailleurs sur une semi? Ça dépend de tes essieux. Jusqu'à 18 roues, intervertir. Sur des convois exceptionnels, ça peut aller. Ah oui, ça dépend de ton nombre d'essieux. Après, c'est pour ça que je vous dis que maintenant la norme, c'est plutôt d'être sur des pneus 3P MSF par défaut. Super. Merci beaucoup, Julie Herbeau. Juste une chose, j'en profite pour embrasser tous les routiers. D'accord. Voilà. Vous savez que mon papa était routier, que j'ai roulé beaucoup quand j'étais gamine dans la cabine de mon papa et qui me levait à 2h du matin et qui me remettait après dans la cabine couchette jusqu'à ce que je me réveille un peu plus tard pendant les vacances. J'ai adoré être sur le grand ruban, comme on disait à l'époque, pour les amis cibistes qui se souviennent de ces mots-là. Merci beaucoup. Merci. Et je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'ils sont souvent mis à l'amende dès qu'il y a des problèmes, alors que franchement tout le monde est bien préparé.
et J'ai un regret. c'est important de faire des sujets comme ça. Ouais, j'ai un regret, moi, c'est qu'il y a moins en moins de restaurants routiers. Ça, c'était extraordinaire. Il y en a encore quelques-uns, mais qu'est-ce que c'était bien, les routiers, ils sont sympas aussi. C'est cette émission, moi, qui m'a donné envie de faire de la radio dans ma vie. Je vous embrasse fort, Julie Herbeau, directrice Merci beaucoup à tous les générale deux. de Profil Merci, Plus. au revoir. Dans quelques instants, on va accueillir Franck, puisque vous savez que c'est votre émission. Vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr en mettant On parle auto dans l'objet de votre mail, toute votre question et toutes vos coordonnées. Et puis vous pouvez également nous appeler directement au 0800 26 300 300. C'est Franck qui nous rejoindra dans moins de 3 minutes. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Merci d'être avec nous à l'écoute de Sud Radio. Vous êtes nos principaux invités, vous le savez, vous qui nous écoutez. D'ailleurs, c'est Franck qui est un de nos principaux invités de la matinée. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ouais, super, ça me fait plaisir de parler à Jean-Luc depuis quelques années, là, quand il était avec François sur RMC. Et moi non, alors. Ok, merci Franck, je vais y aller, je vais rentrer à la maison. Vous n'étiez pas là à cette époque. Là maintenant, nous sommes sur Sud Radio et Voilà. Jean-Luc est avec Lolo. Exactement. On vous écoute. Voilà, donc j'avais une petite question précise, c'est-à-dire que je cherche un véhicule pour madame. Et moi, mon critère, c'est la fiabilité avant tout. Et Jean-Luc m'avait bien conseillé à l'époque pour un NX 300H. Mais Lexus. il est vrai qu'aujourd'hui, voilà, exactement. Vous n'êtes pas Aujourd'hui- tombé en panne? Eh ben, écoutez, le bonheur. Ouais, bon, tant les mieux. voitures. Parce que c'est Lolo qui rembourse quand il y a des pannes maintenant. Avant, c'était. Voilà. Alors, j'aimerais bien en avoir la possibilité, mais ou alors en mode majorette. Non, mais honnêtement, en plus à l'époque, non, j'avais fait une super affaire. C'est le top, quoi. Il y a aucun problème. Non, actuellement, je cherche donc quelque chose de fiable pour ma femme, mais quelque chose de plus petit, c'est-à-dire, j'étais parti sur une Jazz Honda avec une hybridation. Ouais. Sachant qu'elle a une activité particulière, elle fait des concours canins, donc on a besoin d'un peu de place dans le coffre pour mettre la chienne, un berger de bohème. Et puis, quelquefois, les terrains sont un peu tortueux selon les concours où ils se déroulent. Et alors, j'étais un petit peu hésitant parce que vu que c'est pas du haut grid, du 4 roues motrices. Ouais. Alors, j'hésitais avec la Ignis, etc. Mais la Ignis est vraiment petite de coque. C'est ce que j'allais vous dire. Hein, la Ignis, c'est une petite voiture sympa, avec une bouille rigolote. Ça consomme pas beaucoup avec le système SHSV, HVS. À chaque fois, je pense à SVHS et je me dis, c'est pas ça. On est encore à l'époque des cassettes. Ouais, c'est ça. Non, on va enrouler la bande. C'est un système hybride en 12 volts qui marche pas mal, contrairement à ce qu'on peut croire. Non, c'est une voiture qui peut être sympa, mais si vous devez transporter un gros chien avec une cage, là, ça le fera pas. Hein. Il faudra le mettre dans une remorque derrière. Alors que la Jazz a au moins un gros avantage, c'est que vous avez vu, il y a cette banquette là qui se relève. Et ça, c'est une idée géniale. Et là, vous pouvez mettre... Ouais, le chien va être beaucoup plus à l'aise que dans le coffre. Hein. C'est clair, ouais. Non, mais c'est vraiment super ça. C'est voilà. vraiment ça qui me... Et puis alors bon, si dans vos critères la fiabilité c'est un choix primordial, là vous êtes relativement tranquille. Bon après les défauts, parce que en plus avec votre budget, ça sera une Jazz deuxième génération. C'est ça, on est sur l'année 2011 à peu près. Ouais, c'est ça. Bon, après, ce qui est un peu pénible avec cette voiture, si on fait de la route, c'est la transmission CVT. C'est une variation continue, bon, qui a tendance à un petit peu hurler dans la voiture. Comme sur le Lexus, hein, en fait. Alors, plus que sur le Lexus. Sur le Lexus, c'est pas réellement, c'est de la variation continue, mais c'est pas du CVT. Il nous faudrait 2 heures de plus pour arriver à bien expliquer comment fonctionne le Synergy Drive de Toyota. C'est un petit peu plus complexe que ça. Bon, là, c'est du pur CVT. Bon, l'avantage, c'est que c'est hyper fiable, ça consomme pas trop. Par contre, si elle doit aller dans des endroits où c'est assez peu carrossable, là, ça va pas le faire. Hein. Bah ouais, je m'en doute. Alors, c'est exceptionnel. Hein. C'est vrai que moi, je la suis. D'accord. Non, je la suis. On est on n'est pas en montagne, on est entre Chantilly et l'Isle-Adam là sur cette. Ah oui. Oui. Après, oui, c'est assez peu montagneux par là, effectivement. Voilà. Non, mais il y a des concours quelquefois dans des lieux un peu campagne, etc. Bon, c'est tout, mais c'est pas non plus récurrent, quoi. Non. Bon, après, le truc, hein, c'est que les Jazz, il y en a pas forcément beaucoup en ligne sur les sites d'annonces.
C'est un véhicule qui a été assez rare. Bon, il est fiable, donc ceux qui ont été vendus sont toujours là. Mais il n'y en a pas une palanquée. Hein, donc, faut... J'en trouve pas beaucoup. Après, c'est pareil. Pendant un temps, ils avaient fait une boîte robotisée, je crois. Ils avaient... Non, mais là, vous aurez droit au 1 litre 3 IVTEC avec la boîte CVT, là, avec votre budget. Commencez pas à rêver, hein, parce que... Non, mais ça me... pourtant, c'est Noël. Hein. Commencez pas à croire au Père Noël, hein, quand même. C'est la période. Oui, c'est pour ça. Non, mais ça me va bien. Après, c'est... Non, je alors, sinon, ce qu'il y a dans votre budget, avec un grand coffre pour le coup, c'est un Duster de 2e génération Dacia, entre 2018 et 2024. C'est un peu plus grand, ça fait, bien en plus, ça fait 35 cm de plus en longueur, donc je ne sais pas si vous avez un garage. Bon, là, l'avantage, c'est que vraiment, s'il y a de la boue, ça sera quand même un petit peu mieux. Alors, surtout pas le 1,2 litre TCE, hein, parce que, comme vous m'avez dit, je veux un truc fiable, surtout pas ça. Mais par contre, il y a le 1,3 litre TCE qui est très bien, lui. Voilà. Ou même, vous avez le 1 litre TCE, ou même encore mieux, le 1 litre Eco G100. Voilà, le Eco G100, il est en GPL. D'accord. Donc en plus, vous ferez un geste pour l'environnement et ça vous coûtera moins cher à la pompe. Donc si vous faites du périurbain, ça peut être intéressant. Regardez dans votre budget, ça passe ça. Ça passe. Et ça sera plus facile à trouver. Ah là, vous êtes sur une boîte méca par contre. Une boîte méca. Ah ouais. Parce que après j'avais regardé aussi les Vitara. Oui, c'est aussi une solution. Hein. Ouais, mais le 1,6 litre, je sais pas ce qu'il vaut. J'ai peut-être plus sur le 1,4 litre. Alors oui, alors le 1,4 litre marche mieux que le 1,6 litre, c'est paradoxal. Pareil, fiabilité, mais c'est des véhicules qui sont tous un peu plus grands. Quand vous m'avez dit au départ une Jazz parce qu'il y a aussi une Swift. Parce que quand vous êtes chez Suzuki... Oui, mais Swift pour... C'est petit, là. Avec le chien et tout, ça non, parce qu'il y a une version all grip sur la Swift. Absolument, j'y avais pensé également. Voilà. Donc c'est un peu plus grand que l'Ignis. Vous avez les 4 roues motrices. Vous avez un coffre qui n'est pas gigantesque, 265 litres, mais en rabattant la banquette, le chien devrait tenir. Sinon, vous coupez les pattes arrière du chien, ça rentrera. Oh mon Dieu. Au secours. Non, je m'inscris en faux là. Parce qu'après, vous avez aussi le SX4 qui peut marcher. Oui. Bah oui. Eh ben voilà. Alors le truc, vous savez quoi ? Notez tout ce que je viens de vous dire là, si vous arrivez à vous en rappeler, et ça va plus être celui que vous allez trouver qui va être votre choix que de partir en disant je veux ça, parce que par exemple. Et t'as parlé de la Jimny ou pas, Stéphane le dit, la Jimny? Non, c'est trop petit. Et puis il n'y a pas d'arrière quoi. Après en termes de prix, c'est pareil. Jimny et Jimny, ça sera l'ancienne génération, hein, ça sera pas le nouveau, hein, ça c'est clair. Hein, donc, et puis même le SX. Ça risque. Un peu chaud, quoi. Bon, ben voilà. Alors, un dernier modèle que j'aurais pu envisager, alors c'est pareil, peut-être vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est le Toyota Verso. Alors ça, vous allez pouvoir en trouver ? Bah, il y en a pas beaucoup, mais j'en ai vu. Bah oui, parce que vous en avez vu. Ouais. Okay. Alors moi je le trouve moche. Bon. Moi aussi. Mais voilà. Non, mais c'est surtout si c'est votre femme qui le conduit. Et alors juste, elle va vous dire tu m'as acheté une voiture moche. Hein. Alors que aussi bien la Swift, la Jazz, le Duster, c'est quand même un peu plus mignon que le Verso. Et parce qu'on a notre invité Marc Bruchet qu'on aura à la fin de l'émission, qui est aussi concessionnaire BMW. Non, et concessionnaire BMW. Il n'y a pas quelque chose chez BM en occasion en 2011. En 2011. Non, il dit non. Comment dirais-je, le Panda 4x4. Ah mais ça avance pas un Panda 4x4. Si vous faites de l'autoroute à un moment ou un autre, vous allez trouver le temps long. Hein. Là c'est le chien qui va vous dépasser là. Il va courir à côté. Non, parce que Panda 4x4, ça va être une ancienne Panda 4x4. D'abord elles sont toutes à la montagne. Vous n'allez pas en trouver une en région parisienne. Et puis c'est des. Vous savez qu'à l'époque, dans le cycle d'homologation, c'était encore le NEDC. Il y avait le cycle Panda. Il y avait un cycle à part parce que la Panda elle plafonnait à 120. Donc on pouvait pas faire un cycle normal avec la Panda. Carrément. Et donc il y avait
s'appelle Cycle Panda. Non, mais en même temps, elle a rendu des services aussi. Hein. Oui, non, mais en montagne, c'est fabuleux. Génial. C'est fabuleux. Bon, quand j'allais au salon du 4x4, je vous raconte ma vie, mais ça vous fait rire. Quand j'allais au salon du 4x4 à Val d'Isère, les pandas, en fait, il y avait un restaurant qui s'appelait Mi-Pente, et tout le monde disait, ils sont à mi-pente parce qu'ils n'arrivent pas à grimper en haut. Mais c'était presque vrai, hein, parce que c'était un petit moteur atmosphérique et elles avaient du mal. Bon, voilà. Franck, merci, grâce à vous, on a une jolie parenthèse sur Vie ma vie, vie Jean-Luc. Voilà, bon choix à vous maintenant. Hein. Ok, je note tous ces conseils précieux et puis je vous tiens dans le courant. Voilà, la prochaine fois qu'on vous accueille, c'est Jean-Luc et Laurence maintenant. Sinon, je vais me fâcher. Je me rappellerai bien. Et je vous embrasse et je vous taquine. Merci à vous. Dans quelques instants, on va parler classique car. On va recevoir Jean-François Dancona, qui est le fondateur de Laser Car, et Sylvain, qui a une question à nous poser sur les optiques classiques. Un jeu de mots qui est bien. Ah bon, alors on le laissera faire. Et puis après, on accueille notre invité, Marc Bruchet, président de la branche concessionnaire véhicules particuliers de Mobiliance, pour faire un point sur le marché automobile français, comment il se porte, quelles sont les perspectives. Restez avec nous. Ah ouais, ça a failli encore. Oh, dis donc, c'est fou comment c'est intégré dans mon cerveau cette faute d'orthographe. Et allez, vas-y, balance la pub. Liaison Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et vous le savez, cette émission est la vôtre, surtout la vôtre. Vous pouvez nous rejoindre directement en appelant le 0826 300 300. Vous pouvez nous écrire, je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet de votre mail, quelle que soit la question, et vos coordonnées complètes. Et c'est ce qu'a fait Sylvain, que nous accueillons dans notre super chronique Classic Car. Bonjour Sylvain. Hello Sylvain. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Un prénom que j'aime beaucoup. Ah bah oui. Bon, normal. Alors, Sylvain, vous êtes l'heureux propriétaire d'une Peugeot. Vous étiez l'heureux propriétaire d'une Peugeot 205 GTI de 1990. Je dis vous étiez parce que je vous remercie pour le cadeau de Noël. Ça me fait très plaisir. Voilà. Il est en majorette, hein, comme dit Laurence. Voilà. Il y a un moment, il va falloir calmer ses envies à ce bonhomme. La voiture dont j'ai rêvé quand j'ai passé mon permis de conduire à l'époque. Quoique, dites-moi une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Le week-end dernier, j'étais dans un très très joli coin, un petit peu du côté de Vernon, sur un bord de la Seine. Il y avait un monsieur dans sa maison, dans un vieux village, qui a fait une brocante extraordinaire et qui avait des miniatures de voitures un peu en plomb, pas en plomb, mais vous voyez, des petites miniatures. Vous avez déjà vu ça ? En bronze, c'est même pas du bronze, c'était de l'étain, quelque chose. Vous avez déjà vu des petites miniatures de voitures en étain, oui. Magnifique. Magnifique, j'ai failli vous en prendre pour votre Noël. Dommage. Bon. Mais je sais où elles sont. Sylvain, on vous écoute parce que la vie de Laurence, là, ça y est. Dis donc, toi tu peux parler de toi. Bon, Sylvain, on vous écoute. Oui, alors je me permettais de vous appeler pour partager mon expérience. Voilà, je suis possesseur de 205 GTI, qui est une voiture relativement récente, mais au niveau éclairage, qui n'est pas tellement performante. Les voitures de maintenant sont tellement performantes avec le LED qui sont sur nos phares que quand on prend des voitures plus anciennes, on a du mal à voir. Alors Sylvain, je ne sais pas où vous êtes, mais il y a du vent, il y a quelque chose. Il faudrait que vous vous mettiez dans un endroit où on n'entend plus que vous et pas ce qu'il y a autour. C'est un peu compliqué. Mais alors, Sylvain, je vais le balancer. Hein. Il travaille pour un opérateur de téléphonie. Alors c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Bam. Exactement. Est-ce que ça va mieux là ? Ah, beaucoup. Merci. Okay, super. Oui, alors je disais, sur les voitures un peu anciennes ou en collection, on a des éclairages pas très performants, surtout quand on compare aux voitures récentes équipées de phares LED. Du coup, dans une bourse automobile près de Strasbourg, là où j'habite, j'ai rencontré la société Laser Car. Voilà, et je me suis fait conseiller pour passer mes optiques en phare à LED, et comme je disais dans mon message, c'est le jour et la nuit, sans dénaturer la voiture en fait, ça se voit pas, c'est comme monter un allumage électronique sur une ancienne voiture, ça la fiabilise sans la dénaturer, je dirais. Et du coup, je sors de cette expérience, moi j'avais même envie d'équiper une voiture plus récente comme une Clio 4 qui est dans notre foyer là. Et voilà, je voulais partager cela. Et je vous ai promis, alors bon, j'aime bien votre jeu de mots quand vous dites c'est le jour et la nuit, entre les anciennes ampoules et les nouvelles. C'est vrai que l'éclairage LED, on le voit, alors moi, sur les voitures neuves que j'essaye aujourd'hui, l'éclairage, c'est plus un sujet du tout, quoi. En pleine nuit, on a l'impression d'être en plein jour. Il y a une sécurité incroyable. Alors le seul truc, c'est un sujet qu'on avait évoqué, c'est quand vous tapez les phares modernes, la Matrix LED,
juste le prix du phare, vous avez l'impression qu'on vous donne la date. Mais c'est pas la peine de donner la date. On va dire essaye quelque de chose. joindre. Ouais. Jean-François Dancona, fondateur de Lasercar, on essaie de vous joindre depuis tout à l'heure parce qu'on voulait vous avoir. On n'arrive pas à vous contacter. S'il vous plaît, appelez-nous directement sur le standard de Sud Radio. Bah oui, parce que vous aviez une question, vous voulez équiper la Clio 4. La Clio, parce qu'il m'a proposé, on a échangé par internet et il me propose, donc c'est du type H7 pour les connaisseurs. La 205 c'était du type H4. D'accord. Il y a une sorte de boîtier. Sur le visuel, il y a une sorte de boîtier. Oui, j'ai du mal à comprendre. C'est pas seulement une ampoule qui vient se mettre en lieu et place de l'actuelle. C'était très simple sur la 205. En plus, changer des ampoules sur 205, c'est fait en 3 minutes, quoi. C'est très accessible. Mais là, il y a une sorte de boîtier. Ça parle de ScanBus, probablement pour. Ah oui, mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a du multiplexage sur les voitures un peu plus récentes, ce que vous n'avez pas sur votre 205. Oui. Sur votre 205, tac, on branche, vous branchez l'ampoule et ça marche. Là, il faut forcément faire le tri des informations, donc il y a obligatoirement un boîtier avant d'arriver à la fameuse ampoule LED du phare, puisqu'au départ, c'était pas prévu comme ça. Et du coup, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'on le positionne, parce que dans le puits du phare, il n'y a pas une place folle. Une fois qu'on a enlevé le catch étanche, on a la connectique et l'ampoule. Et du coup, voilà, je voulais en discuter avec eux. Ouais, et c'est un vilain, donc je vais lui. En fait, ce qu'on va faire, c'est que il va forcément nous rappeler un moment. Il y a un moment, on lui a mis. Je pense qu'on lui a laissé à peu près 14 000 messages à la seconde, donc. Et je vais le mettre. Et je n'exagère absolument pas. Je vais le mettre en relation. Je vais lui donner directement votre téléphone, Sylvain, et vous allez comme ça, vous allez vous expliquer entre vous. Et puis il copiera 100 fois. Je dois répondre quand Sud Radio m'appelle. Peut-être on s'y est mis tous les trois là. Jamel, Aude et moi là, on n'a pas arrêté. Peut-être il est dans le noir, je sais pas. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, les ampoules LED pour les voitures anciennes. Alors, il y a quand même j'allais dire un petit souci, c'est que c'est pas tout à fait légal puisque les voitures n'ont pas été homologuées avec ce type d'éclairage. Si vous arrivez au contrôle technique et que vous avez un contrôleur qui est un peu pointu, en général. Ça passe pourquoi? Parce qu'on améliore la sécurité. En plus, comme la consommation électrique est beaucoup plus faible, parce que ce qui se passe avec les voitures anciennes, c'est que souvent, les câbles deviennent résistifs avec le temps. Résistif. C'est-à-dire qu'ils conduisent moins bien l'électricité. C'est bien. Donc, ce mot pour le Scrabble. Une partie de l'énergie électrique est consommée par le fil lui-même, qui transmet moins bien l'électricité. C'est pour ça que sur les vieilles voitures, quand vous voyez l'ampoule à l'arrière, souvent le clignotant, ça fait juste une lueur, ou les feux stop, vous dites c'est vraiment faiblard. Et ça vient de cette résistivité du fil qui augmente avec l'âge. Voilà. Et le fait de mettre une ampoule LED au bout, elle a besoin de moins d'énergie, donc elle va briller beaucoup plus fort avec malgré le fil qui est résistif. Donc on gagne beaucoup, pas que sur l'éclairage à l'avant, on gagne aussi beaucoup sur les clignotants, sur les feux stop, sur l'éclairage à l'arrière. Et la société Lasercar France a l'air d'avoir vraiment je ne suis pas actionnaire de cette société, je vous le dis tout de suite, mais elle a l'air vraiment d'avoir des produits de qualité qui sont vraiment pensés pour les gammes de voitures. Même les gens qui ont des voitures en 6 volts sur le stand, il y avait des très beaux. Alors sur le 6 volts, ça marche très bien. Avec où il y a vraiment une grande différence. On passe d'un éclairage de lampe de poche à un éclairage d'une voiture, quoi. Et même sur la 205, les couleurs, ils ont essayé de pas faire un blanc ultra moderne. On peut l'avoir en jaune aussi pour ceux qui ont encore le modèle plus ancien avec les coques jaunes. C'est possible, on peut rajouter quelque chose par-dessus. Et en fait, ça fait pas un blanc moderne d'une voiture qui aurait des phares limite au xénon, comme on voyait un peu bleuté à une époque. Pas du tout. Donc c'est ça qui m'a séduit, c'était d'avoir un peu plus de sécurité sans dénaturer la voiture, quoi, en fait, c'est ça. J'ai une question de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio par rapport à votre sujet, messieurs. Stéphane qui dit exactement, est-ce que, hop là je la retrouve, règle-t-on différemment une ampoule LED dans un modèle ancien d'ampoule? Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut que là, pour le coup, il faut que le phare soit extrêmement bien réglé, sinon celui qui va arriver en face de vous, il en prend plein la poire. C'est pour ça d'ailleurs qu'au contrôle technique, il peut y avoir le contrôleur peut vous dire qu'est-ce que vous avez bricolé? Pour répondre à Stéphane, quand j'ai posé mes ampoules, j'avais fait un petit repère dans mon garage. J'étais beaucoup plus haut et quand j'ai fait un tour dans mon village, j'en mettais plein les yeux à tout le monde. Donc je suis allé en centre auto et on a dû baisser un peu les phares pour que ça soit optimal. J'avais demandé si un réglage était à faire quand je les ai achetés. Ils m'ont dit non, pas forcément, mais moi j'ai vu que j'étais beaucoup trop haut.
Ouais, j'étais beaucoup trop haut, j'embêtais tout le monde. Et en même temps, on va passer un message à tous ceux dont les phares sont mal réglés. Je me suis encore fait surprendre encore hier 2 fois. S'il vous plaît, faites attention à vos réglages de phare. C'est pas grand-chose, mais comme ça, vous faites aussi attention aux autres. Sylvain, je m'occupe de Jean-François, et comme ça va être Noël, pour se faire pardonner, il va vous faire un cadeau. Voilà, on va pas lui laisser le choix. On vous embrasse, Sylvain. Merci, bonne continuation. Merci, au revoir. Et une petite dédicace spéciale à 2 Sylvains qui nous ont quittés et qu'on aimait beaucoup. Jean-François, on l'a pas eu, donc il va se faire gronder dans quelques instants. Par contre, il est là, il est venu de Marseille exprès et on le remercie. Marc Bruchet. Et on l'a attaché sur la chaise pour être sûr qu'il ne parte pas à l'avant, à la fin. Président de la branche concessionnaire véhicules particuliers de Mobiliance, mais également concessionnaire à Marseille, il nous en dira plus. On va parler du marché automobile français. Quelles sont les perspectives? Comment se porte-t-il? C'est à suivre sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous allons parler maintenant d'une réalité qui touche le marché automobile français. Comment se porte-t-il? Quelles sont les perspectives? On va recevoir pour ce faire Marc Bruchet, qui est président de la branche concessionnaire des véhicules particuliers du grand syndicat Mobiliance. Mais juste avant... On m'appelle la mère Noël. Vous, c'est le père Fouettard. Non, pardon. Oui, Jean-Luc. Nous allons annoncer à Isabelle, qui habite en Gironde, que c'est elle qui a gagné ce très très beau bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. La marque de boîte à bijoux qui va vous permettre de tout chouchouter, que vous soyez un homme ou une femme, et de garder vos bijoux dans des meilleures conditions. Voilà, c'est Sud Radio, le Père Noël aujourd'hui. On continue d'offrir des cadeaux et restez bien à l'écoute de Sud Radio tout le week-end et toute la semaine, car il y aura d'autres surprises. Parfait. Sud Radio, on parle auto. Marc Bruchet, bonjour. Marc Bruchet, bonjour. Bonjour. Alors c'est une première pour Marc, c'est la première fois qu'il vient dans un studio fait de la radio. Oui, mais on l'a eu déjà il y a une quinzaine de jours. Et au téléphone. Au téléphone, et c'était passionnant. Bon, Marc, l'année n'est pas finie, mais on peut d'ores et déjà estimer le nombre de ventes de véhicules. On va être aux alentours de quoi en fin d'année? 1 600 000 à peu près? Un peu plus, je pense qu'on sera entre 1 630 000 et 1 650 000. On parle de véhicules neufs en concession et de véhicules... Véhicules particuliers. Voilà, véhicules particuliers. Bon, donc des bagnoles, quoi. Par rapport, par rapport à l'avant Covid... Moins 27%. Ah oui, ça fait mal. Mais c'est pas ça qui est... C'est pas ça le pire? C'est pas ça le pire, non. C'est de mettre en perspective, on va être en dessous, de toute façon, de 1 650 000. En année pleine, là, sur l'année 2025. Il faut juste mettre ça en perspective par rapport aux données du marché depuis le début des années 70. Ça va être la 4e pire année. Pour trouver pire, faut aller chercher les années 74-75. C'est les 2 années qui ont suivi le premier choc pétrolier. Et l'année 2022, où on a eu la conjonction de la pénurie des semi-conducteurs et de la crise des faisceaux, avec l'opération spéciale de Poutine en Ukraine. Le marché était entre 1,5 million et 1 530 000 unités. D'accord. Et aujourd'hui, alors, les raisons de cette baisse, parce qu'on va appeler ça une baisse quand même, hein. Hécatombe, on peut même dire hécatombe. Alors on va voir si ça vous convient, où ça bloque et pourquoi ça bloque. Oui. Ah, nous, la réalité nous convient. Bien, Nous, on parle vrai sur Sud Radio. Bon, après, moi, je crois que c'est écrit là. Et vous le savez. Je vais faire un peu l'avocat du diable aussi. J'aime bien ce rôle-là. Pas de problème. Alors, où ça bloque à peu près partout. C'est-à-dire que le marché français est en recul par rapport à l'année 2024, qui était déjà une année assez catastrophique. Et puis surtout, c'est intéressant de voir où on perd des ventes par canal de vente. D'accord. Le marché des particuliers, il est en retrait de 7%, on cumule 11 mois. Le marché des sociétés, il est en retrait de pas loin de 10%. C'est marrant, je pensais que les sociétés s'en tireraient mieux que les particuliers. Pas du tout. Non. Ce qu'on appelle les sociétés, voilà, toutes les flottes. Oui. Non, ce qu'on dit sur le marché des sociétés, c'est l'électrique. Là, c'est la une des journaux, mais on va en parler parce que. Bon, le seul secteur qui soit le seul canal de vente, mais c'est pas un canal de vente en fait, c'est un canal d'immatriculation qui soit dynamique, c'est ce qu'on appelle les ventes tactiques chez nous, c'est-à-dire les mises en démonstration des véhicules par les garages,
les immatriculations directes des constructeurs et les immatriculations à loueur courte durée. D'accord, donc qui rapportent rien aux constructeurs. Ce sont des immatriculations, ouais. Mais ce ne sont pas des ventes à client final. D'accord. Alors moi, je voudrais que ce soit bien clair pour tous ceux qui nous écoutent, dont moi, par rapport à ce que vous venez de dire là. Je voudrais qu'on éclaircisse vraiment. On appelle ça des ventes grises, hein, c'est ça ? C'est ça. Mais éclaircissez vraiment. C'est-à-dire que comme moi, particulière, je viens chez vous... Ce sont des immatriculations, donc elles comptent dans le volume global du marché, mais ce ne sont pas des ventes à client final. Les ventes à client final, ce sont les ventes à particulier ou à société. D'accord. Voilà. Ok. Et ces ventes, il faut le dire, parce qu'il y a un moment, on parle vrai sur Sud Radio. 25% du marché. Concerne 25% du marché, et la plupart sont des véhicules électriques ou électrifiés pour faire baisser les émissions de CO2 des constructeurs qui ainsi arrivent à respecter leurs objectifs. Si vous écoutez, si vous regardez l'émission sur Facebook, vous venez de voir que notre invité Marc Bruchet, qui est président de la branche concessionnaire véhicules particuliers No Mobiliance, sourit de façon... Attention, allez-y. Alors, rigole. Les BEV, c'est autre chose. Alors, les quoi Les véhicules 100% électriques. Voilà, merci. Là, on a fait par canal de vente, d'accord ? Donc on voit que ça bloque de partout. Quoi. Ouais. Bon. Okay. Maintenant, si on fait par motorisation, ça va rejoindre à peu près ce que vous disiez. Mais par motorisation, en fait, qu'est-ce qu'on voit si on se compare aux autres pays européens, globalement, hein, On voit qu'en France, on a complètement tué le diesel. Oui. En part de marché, hein, sur les véhicules neufs, le diesel chez nous, c'est 5%. On était à 77 au plus haut, c'est ça. Ouais. 5% chez nous. Ouais. C'est 10% en moyenne de l'Union européenne, à peu près. C'est 10% en Italie, 15% en Allemagne. Bon, donc on a enterré le diesel. D'accord. Ok. Après, ce qui devient un peu plus problématique, c'est que on est en train de tuer consciencieusement les hybrides rechargeables. Oui. Alors qu'on était le 2e marché en Europe. Pourquoi ? L'année dernière. C'est-à-dire, alors concrètement, c'est uniquement une question de fiscalité. Il y a eu le malus au poids au 1er janvier 2025 et un truc qui est assez génial, qui s'appelle la taxe sur le verdissement des flottes. La taxe incitative sur le verdissement des flottes. Bon, donc j'aime bien, c'est le mot incitatif. Ah oui, c'est coercitif, c'est pas incitatif. Ouais. Alors sur les hybrides rechargeables, en fait, c'est assez stupide parce à 2 titres. D'abord, on s'est coupé du segment le plus dynamique du marché au niveau européen. Chez nous, les volumes ont baissé de 26%. En moyenne européenne, ils ont augmenté de 32%. Donc il y a un petit décalage. La fiscalité française serait pas vraiment adaptée. Pas vraiment adaptée. Ah bon ? Et puis c'est contre-productif à un 2e titre, c'est que sur les PHEV, on avait quand même 2 champions nationaux, que sont Peugeot et DS. Peugeot, c'était sur 2024, c'était le 4e intervenant sur le marché français derrière 3 Allemands, et DS le 6e. C'était pas mal comme truc. Oui. Bon, entre 2024 et 2025, Peugeot comme DS ont vu leur volume divisé par 2. Les PHEV, c'est les véhicules hybrides rechargeables. Hybrides rechargeables. Ouais. Alors, pour vous donner une idée, sur les 11 premiers mois de l'année, en France, on a perdu à peu près 30 000 unités en hybride rechargeable. Quand en Espagne et en Italie, les volumes ont été multipliés par 2, et en Allemagne par 1,6. Donc évidemment, à la fin, tu as un problème. Quoi. Juste, je voudrais qu'on soit clair, Marc. Pas Jean-François. Non, Jean-François, on l'a pas eu, il va se faire gronder. Marc, parce que en fait, c'est toute la législation et toutes les réglementations françaises là qu'on appuie dessus, c'est eux qui sont en train de tuer. Alors, parce que si ça se passe différemment en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est qu'en France, on a un souci quand même. C'est pas l'Europe qui nous oblige à ça. Non, en France, on a un souci, c'est-à-dire que, et là, c'est un peu problématique, ça nous pète à la gueule cette année. D'habitude, la France, elle suivait peu ou prou la moyenne européenne. Quand le marché augmentait, elle augmentait. Quand le marché baissait, elle baissait. Bon. Là, on a une véritable rupture, puisqu'on a 7 points d'écart entre la régression du marché français et la progression du marché européen. Donc on a quand même un vrai problème. C'est pas une question de prix des véhicules, parce que le prix des véhicules il est harmonisé partout en Europe, pratiquement, au sein de l'Union européenne. C'est pas une question de conditions macroéconomiques. Oui, on parle de l'inflation. C'est purement la fiscalité, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en conditions macroéconomiques, en 2025, on va avoir 0,8% de croissance du PIB. C'est pas idiot.
Le pouvoir d'achat continue d'augmenter un petit peu, mais il continue d'augmenter. Et surtout, on a un taux d'épargne à 19%, c'est-à-dire qu'on est les champions du monde. Bon, c'est pas ça. C'est pas non plus une question de contexte politique. Vous prenez, je sais que c'est compliqué chez nous, hein, mais vous allez... En Belgique, c'est compliqué en aussi. Belgique, c'est compliqué. Oui. En Espagne, ils n'ont pas de budget, mais sur les 11 premiers mois de l'année, le marché auto a augmenté de 16% en Espagne. Et donc ça veut dire que c'est vraiment la réglementation et la politique française, la fiscalité. C'est que la fiscalité. Alors, on peut prendre le malus. On est le seul pays du monde à avoir un malus de 70 000 euros. Oui. On peut faire un benchmark si tu veux. Moi, ça me dérange pas. Alors, oui, mais alors malheureusement, Marc, vous savez, à midi, on rend l'antenne. Oui, alors 70 000 euros en France. Alors, on prend un malus maxi, par exemple, une M3 compétition, 70 000 euros en France. Ça va coûter 500 euros en Allemagne. Ouais. C'est une taxe annuelle. C'est une taxe annuelle en Allemagne. Mais enfin, oui, ça va. 500 euros, ça laisse de la marge par rapport à 100 000. Ça va coûter 17 000 euros. Là, c'est une taxe Alimat comme nous en Espagne. Ouais. Ça va coûter 5 à 6 000 euros. Là, c'est une taxe annuelle. Mais enfin, il y a de la marge en Italie. Non, voilà. C'est à peu près le truc. Puisque vous êtes en plus président de la branche concessionnaire véhicules particuliers chez Mobiliance, comment est-ce que l'on peut se battre contre ces inepties qui se passent en France et qui tuent cet univers et cette filière automobile? Le problème, c'est qu'on essaie de l'expliquer, qu'on a déposé des amendements, on a rencontré beaucoup de parlementaires, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça avance pas beaucoup. Et ce qui m'inquiète beaucoup, moi, parce que déjà notre fiscalité, ce que je vous ai donné, c'est la fiscalité 2025. Hein. Oui. Bon, il était prévu d'aller jusqu'à 100 000. Alors, 2026-2027, c'est déjà acté par la loi de finances 2025. Vous avez un durcissement de la fiscalité qui fait que globalement, les malus vont prendre à peu près 35%. De plus. C'est-à-dire que vous allez passer de 694 millions de malus en 2025 à près d'1 milliard en 2026 et largement plus d'1 milliard en 2027. On va dire que c'est des impôts. Autrefois, le bonus-malus, c'était pour financer l'acquisition des véhicules électriques. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui financent les bonus pour les véhicules électriques via les CEE. Et tout ce qui rentre dans la caisse du malus, ça part pour payer la dette. En fait, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que les recettes du malus ne sont pas des recettes affectées. Donc elles vont être noyées dans le volet recettes du budget de l'État, qui quand même, en ce moment, s'apparente furieusement à un tonneau d'Élaïde. Et la partie dépenses, depuis 2025, a été extériorisée sur des ressources extra-budgétaires que sont les enveloppes C2E. C'est-à-dire que l'État garde les recettes et externalise les dépenses. Comment on peut faire pour changer cette ineptie totale? Il faut absolument arrêter la trajectoire fiscale, parce qu'on va totalement dans le mur. Mais je ne comprends pas. La France est en train de tuer l'une des plus belles industries qu'elle avait. Oui. On est passé de 10%. Si on remonte 15 ans en arrière, la balance économique était positive pour l'industrie automobile française. On avait 10% du PIB, on s'est cassé la figure à 7% sur l'industrie. C'est un truc de fou. Arrêtons. Je vais vous donner 2 exemples. Sur le durcissement de la fiscalité, on parle de 2025-2026. Ouais. Sur quoi, plus 35% de malus. Sur quoi on tape, on continue de tuer. Alors on achève comme les chevaux, les PHEV. Ouais. Et puis on commence à s'attaquer sérieusement aux HEV, c'est-à-dire aux hybrides non rechargeables. Ouais. Alors, aujourd'hui, 35% des ventes à peu près, c'est ça? Non, les hybrides non rechargeables, en dehors des 1000 hybrides, des hybridations légères, c'est 23-25% du marché. Et surtout, c'est le seul segment qui est véritablement dynamique en France. Ouais. D'accord. Donc, on va se couper d'un segment dynamique et on va se couper d'un segment dans lequel le champion, c'est Renault. Ouais. Le Renault sur les 11 premiers mois de l'année. Avec les e-tech. Ouais, c'est 38%. Du marché des PHEV en France. Et derrière, vous avez une montée rapide de Dacia, c'est 11%. Malheureusement, je suis désolée, là, on ne peut pas continuer parce qu'on a un souci de timing, mais c'est tellement passionnant, on voudrait tellement sauver cette industrie, et vous savez à quel point, Jean-Luc et moi, on vous aime les concessionnaires, on aime l'aftermarket, on aime les mécanos, on aime tous ceux qui bossent. C'est 1 million d'emplois quand même, cette filière, tout compris. Il y a peut-être quelques politiques qui ont des cervelles qui nous écoutent quand même. Est-ce que monsieur Lescure, monsieur Tabarot, écoute, on parle auto, il faut vraiment faire bouger les choses et sauvons notre filière automobile. Marc, désolé, on est pris par le temps, voilà, il est midi, on va se faire gronder. Président de la branche concessionnaire véhicules particuliers Mobiliance, vous aurez toujours la parole, même au téléphone. On va vous réinviter évidemment parce que c'est important. Merci Marc. Merci Marc. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.